Le spectacle hollywoodien m'a fait comprendre, dans le cours de ma vie, à quel point les trois quarts de la vie politique actuelle, de la vie idéologique, sont des spectacles. Je suis donc resté consul général de France pendant près de 4 ans à Los Angeles. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Gene Seberg, qui venait de tourner Jeanne d'Arc, Bonjour Tristesse, et qui a connu un triomphe dans À bout de souffle. J'ai divorcé de Leslie Blanche, ma première épouse, et j'ai épousé Gene Seberg, dont j'ai un enfant qui va avoir 17 ans, un fils qui est en terminale et qui va avoir 17 ans. À ce moment-là, ma vie s'est compliquée d'une telle façon qu'il a fallu choisir. Je ne pouvais pas être à la fois romancier à part entière, diplomate à part entière, et d'autre part, j'étais marié à une jeune femme qui, à l'époque, de 24 ans plus jeune que moi, était une vedette de cinéma qui tournait dans des pays divers. Et il fallait donc ou bien endurer les séparations, ou bien la suivre dans des lieux de tournage aussi lointains parfois que la Colombie. J'ai demandé une disponibilité au Quai d'Orsay, et en passant d'ailleurs reprendre du service, parce que j'étais très attaché aux affaires étrangères, très intéressé. Mais les circonstances ont voulu, et le besoin de vie matérielle et économique ont fait que je n'ai jamais pu reprendre le collier du Quai d'Orsay, bien que ce ne soit pas du tout la faute du Quai d'Orsay, je m'empresse de le dire. Et à partir du moment où j'étais devenu ministrable, donc réalisé le rêve de ma mère qui était ambassadeur de France, je suis parti en disponibilité. Peut-être y avait-il aussi une part, comment dirais-je, presque de provocation à l'idée d'une sorte de conformisme au fantasme prodigieux de ma mère. Il me semble que si j'étais devenu ambassadeur de France alors qu'elle ne savait rien de ce qui m'était arrivé, qu'elle était morte bien avant, qu'elle ne connaissait rien à ma guerre, à mon œuvre littéraire et à ma carrière diplomatique, il me semble que je l'aurais fait plus par une sorte de rituel quasi mystique que par besoin profond. J'ai quitté donc le Quai d'Orsay, et à part quelques missions exceptionnelles, je ne suis plus jamais revenu. Je n'ai plus jamais repris du service jusqu'à la retraite. En ce moment-là, je connaissais très bien l'Amérique, et j'ai écrit 2 livres qui concernaient l'engagement de ma femme, avec qui je suis resté marié 9 mois, Gene Seberg, dans les luttes antiracistes en Amérique, qui est une œuvre autobiographique, une des 3 œuvres autobiographiques que j'ai écrites, donc La promesse de l'aube, et ce livre-là, Chien blanc, et le dernier qui s'appelait La nuit sera calme. Ce sont les seuls ouvrages autobiographiques que j'ai écrits, ou que j'aurais écrits, parce que je ne pense plus avoir assez de vie de moi pour une autre autobiographie. Chien blanc était un très très grand succès. Life Magazine lui a consacré un numéro spécial. Je me suis temporairement, pendant quelque temps, trouvé libéré de soucis financiers immédiats, mais pas entièrement. Je suis donc devenu à la fois grand reporter, en dehors de l'œuvre littéraire que je continuais, et journaliste, correspondant de journaux, ce qu'on appelle grand reporter, ce qu'on appelait surtout avant la guerre grand reporter. J'ai travaillé pour Life et pour Life Magazine. Et d'ailleurs, j'ai su que Life Magazine allait mettre la clé sous la porte lorsque ce prodigieux mensuel a fait partir un telex disant que désormais il ne fallait plus voyager en avion en première classe, mais en classe touriste. Et c'était une période très intéressante de ma vie où je voyageais beaucoup. Il y avait plusieurs publications américaines qui me sollicitaient, et où j'ai également travaillé comme scénariste pour Hollywood, où je suis revenu à plusieurs reprises. J'ai refait connaissance donc avec des gens que j'avais connus autrement. Je les avais connus en toute indépendance, comme consul général de France, et je le connaissais maintenant sous un autre angle, si vous voulez, comme commanditaire de scénario. C'était le même monstre, mais les rapports étaient fort différents. Par exemple, le producteur de Autant en emporte le vent, David Selznick, m'a demandé de faire un scénario de Tendre et la nuit, d'après le roman de Scott Fitzgerald. Je fais le scénario. J'ai travaillé 8 jours à ce scénario, j'ai terminé le scénario, et j'ai vu que j'allais devenir fou, parce que pour chaque morceau, chaque fragment de scénario que je remettais à Selznick, de l'ordre de 3 ou 4 pages, il m'envoyait tous les jours une note de 10 pages pour me donner son opinion, me donner ses instructions et ses directives. Et je me suis rendu compte que leur idée, l'idée de ces messieurs producteurs, grands maîtres de Hollywood, était de prendre l'écrivain comme un stylo
et écrire avec l'écrivain, si je puis dire. J'ai donc remboursé les avances que Selznick m'a consenties et je n'ai pas donné suite à ce scénario. J'ai fait également une nouvelle version de Le Facteur sonne toujours deux fois qui n'a jamais été tournée, plus d'innombrables travaux que j'ai faits comme réparateur de scénarios, où l'on m'appelait à l'un ou l'autre bout du monde pour réparer des scénarios en panne. Je me souviens d'avoir été en Afrique équatoriale pour réparer en quelque sorte et sauver un scénario dont le tournage avait été prévu dans les neiges de la Norvège et qui s'était trouvé tourné en Afrique équatoriale. J'ai également fait, j'ai pas mal écrit pour Hollywood, mais fort peu, à part Le Jour le plus long de Zanuck, fort peu de mes scénarios ont conservé une intégrité, une intégralité plus exactement quelconque, et j'ai presque toujours retiré mon nom du générique. Le Jour le plus long, par exemple, à un certain moment, pendant que j'écrivais, il y avait d'autres écrivains sur le scénario, mais lorsque ce fut mon tour, c'était le moment où Richard Burton avait beaucoup de publicité à cause de son histoire d'amour avec Elizabeth Taylor. Et Zanuck m'a demandé d'augmenter le rôle de Richard Burton dans le scénario pour bénéficier de cette publicité. Vous pouvez donc imaginer que pour un écrivain habitué à l'indépendance, c'était une situation intolérable. Nous étions à ce moment-là dans les années 60, vers la fin, et j'avais une connaissance assez profonde, je peux le dire, de l'Amérique, et je m'en suis servi pour écrire un roman en plusieurs volumes qui s'appelait La Comédie américaine, dont le premier était Les Mangeurs d'étoiles. Et au moment où je vous parle, la situation des otages de plusieurs ambassadeurs coincés en Colombie est exactement ce que j'avais prévu dans ce roman sur l'Amérique centrale qui s'appelle donc Les Mangeurs d'étoiles, qui s'appelait des Talent Scouts en Amérique. Et ensuite, Adieu Gary Cooper, qui a été pour moi important et que la jeunesse a beaucoup suivi, parce que Gary Cooper était un homme avec qui j'étais lié d'amitié pendant mon séjour à Hollywood, un homme que j'aimais particulièrement pour sa douceur, sa gentillesse et ses qualités de gentleman, que je voyais fréquemment. C'était peut-être celui avec qui je m'étais le plus lié pendant mon séjour à Hollywood. J'ai écrit ce roman, Adieu Gary Cooper, où il n'était pas question de Gary Cooper, c'était un malentendu d'ailleurs. J'aurais peut-être dû choisir un autre titre. Il est possible que je l'appellerai dans la collection complète de mes œuvres Adieu la compagnie. Mais ce que je voulais dire par Adieu Gary Cooper, c'était donc bien au moment de la guerre du Vietnam, adieu l'Amérique sûre d'elle-même, adieu au blanc et le noir, et le héros blanc au sens valeur, au sens anti-traître, au sens héros positif. Adieu au personnage que jouait Gary Cooper à l'écran, qui incarnait Gary Cooper à l'écran, c'est-à-dire une Amérique, adieu à l'Amérique tranquille, sûre de ses valeurs, sûre de son droit et sûre de gagner toujours à la fin. Et donc, j'annonçais dans ce roman l'Amérique d'aujourd'hui, l'Amérique du doute, de l'anxiété, de l'angoisse, de la vulnérabilité, puisqu'elle est exposée désormais à la destruction comme tous les autres pays du monde, et j'ai essayé de l'exprimer sous forme romanesque. D'après la réaction des jeunes, aujourd'hui encore, puisque je reçois pas mal de lettres au sujet de ce roman, c'est un livre qui a beaucoup marqué les jeunes. C'était écrit juste avant mai 68, et il y avait là des éléments qui annonçaient déjà mai 68, dans mes personnages. J'ai continué à travailler pour le cinéma, à écrire des reportages. J'ai fait le Yémen en motocyclette, notamment pour France Soir. Et à une époque où la guerre civile venait de se terminer, où c'était, paraît-il, assez dangereux, mais je n'ai rencontré que la plus grande gentillesse. Et j'ai d'abord rompu complètement avec le journalisme parce que je ne pouvais plus à la fois me consacrer à mon œuvre littéraire et au roman. Et j'ai été très tenté par le cinéma car je suis très marqué par le cinéma. J'aime le cinéma et j'aime la forme d'expression cinématographique. Et j'ai tourné moi-même 2 films. J'ai tourné 2 films comme metteur en scène, auteur, réalisateur. Les oiseaux vont mourir au Pérou, d'après une nouvelle que j'avais rencontrée 12 ans auparavant, et un autre film, 2 ou 3 ans plus tard, qui s'appelait Kill.
Le premier film, je considère que c'est ce que j'ai fait une des choses dont je suis le plus fier de ma vie. C'était mon premier rapport avec le caméra. Ça a été éreinté à l'époque par toute la critique française, mais ça a connu, désormais on le cite, je ne devrais pas le dire, je m'excuse, c'est un manque d'humilité et de modestie. Mais par exemple, il y a 2 ans, on a cité Les oiseaux vont mourir au Pérou parmi les 50 meilleurs films des 50 dernières années du cinéma. Alors j'en suis très fier. Ensuite, j'ai tourné un autre film, Kill, inspiré par ma haine pour les trafiquants de drogue, mon horreur de la drogue d'ailleurs, et qui était très violent, qui a été interdit par la censure en France pendant quelque temps à cause de sa violence, interdit à l'exportation. Puis, et j'ai raté ce film. J'ai raté ce film d'abord par ma faute, peut-être, en partie, et ensuite parce que je devais le tourner en Inde ou au Pakistan, et le producteur m'a réduit à l'état où j'ai été obligé de le tourner en Espagne. J'aurais pu évidemment refuser, je n'ai pas refusé. C'était un film où il y a des choses dont je suis très satisfait, mais dans l'ensemble, je ne suis pas parvenu à réaliser le projet tel que je voulais le faire. Et me rendant compte que l'âge venait et que je ne peux pas tout faire, je renonçais à l'idée de faire du cinéma. Je me suis consacré entièrement à mon œuvre littéraire, à la vie. J'ai vécu longtemps à Majorque, où je reviens de temps en temps, et j'ai écrit la trilogie Frère Océan, le premier volume s'appelant La danse de Genghis Khan, qui était une sorte de nouvelle version de la légende yiddish du Dybbuk. Le deuxième volume s'appelait La tête coupable. Et le troisième volume, qui est paru il y a 2 ans à peine, s'appelait Charge d'âme. J'ai donc réalisé en quelque sorte mon pari de cette trilogie, que j'avais annoncé dans un essai de 600 pages sur le roman qui s'appelait Pose Ganarelle, que personne n'a lu, et qui m'a permis néanmoins de trouver les sources de cette œuvre littéraire. J'ai divorcé de Jean Seberg en 1970, en partie parce que l'idéalisme de cette jeune femme, se heurtant à des déceptions continuelles, était ce que j'avais déjà vécu comme jeune homme. Je ne pouvais pas le tolérer, je ne pouvais pas le supporter, je ne pouvais pas la suivre, je ne pouvais pas lui tenir compagnie, je ne pouvais pas l'aider. Et j'ai capitulé en quelque sorte, sans jamais cesser de m'occuper d'elle, avec les conséquences tragiques que le monde entier connaît aujourd'hui et dont je refuse absolument de parler désormais. Après avoir donné à ce sujet une conférence de presse dont les répercussions en Amérique ont été certaines, puisque les reproches que je faisais au FBI ont été confirmés par le chef du FBI lui-même, M. Webster. Je ne veux plus en parler. Et que dire d'autre? Mon travail continuait. Je travaillais 7 à 8 ou 9 heures par jour à mes romans. J'ai publié une trentaine au total. J'ai écrit donc Claire de femme et un roman qui s'appelle Les têtes de Stéphanie, qui a été écrit il y a 6 ou 7 ans et qui semble bien annoncer les drames du Moyen-Orient que l'on connaît notamment en Iran en ce moment. Je ne joue pas au prophète, mais vous savez, l'écrivain se nourrit comme une éponge de l'air du temps, et j'ai en quelque sorte senti venir les drames, les cruautés, et aussi le côté délirant, quelquefois grotesque, de cette situation que j'ai justement exprimé dans les têtes de Stéphanie. Je prépare, en ce moment, je me prépare, puisqu'il est terminé et remis à l'éditeur, je me prépare à sortir un nouveau roman qui s'appelle Les Cerfs-Volants. Les Cerfs-Volants sont un roman qui m'est très cher et très important, parce que c'est le roman de la mémoire historique des Français, leur mémoire affective et le roman de la fidélité. Nous allons voir dans quelle mesure les jeunes générations ou les lecteurs qui m'ont suivi jusqu'à présent vont me suivre dans ce roman-là qui doit sortir le 7 ou le 8 avril. Il y a certainement dans tout ce que je vous ai dit à propos de mes livres, certains titres que j'ai oubliés. Je voudrais simplement parler de Charge d'âme. Charge d'âme dont je ne sais s'il a été lu suffisamment pour que je puisse me dispenser d'en parler. Il s'agissait ensemble d'un roman de science-fiction où l'on trouve le moyen, face à la crise de l'énergie, de capter l'âme au moment où elle quitte le corps
de l'enfermer dans une machine et de s'en servir comme source d'énergie. Mais naturellement, qu'est-ce qui se passe? On procède alors à la désintégration de l'âme, et on arrive à quoi? On arrive à faire une bombe d'une destruction toute puissante à partir de l'âme humaine. C'est un roman qui résume, me semble en tout cas, à mes yeux d'auteur, résumer la situation mondiale d'aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'il s'agissait d'une figure de style évidemment prise au pied de la lettre, mais malgré le côté apparemment fantasque de ce roman, je crois qu'il est profondément réaliste et très proche de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mon souci principal à l'heure actuelle est l'éducation de mon fils et la continuation de mon œuvre littéraire. J'ai 65 ans, je ne puis donc rien prévoir en dehors du rétrécissement de l'horizon à tous les points de vue. Et simplement, je constate, au fur et à mesure que j'avance dans la vie, d'un certain phénomène de l'éternel retour, en ce sens que ce que j'ai considéré comme acquis et redécouvert par les nouvelles générations, on le voit notamment dans le domaine littéraire d'une manière assez comique, tous les 15 ans, une nouvelle génération découvre Kafka. Et maintenant, on vient de redécouvrir mon ami Albert Camus, on redécouvre Saint-Exupéry. Il y a une sorte de loi qui fait que chaque génération n'a pas besoin de celle qui l'a précédée, ne croit pas à celle qui l'a précédée, à ses valeurs, mais les redécouvre elle-même. Si bien, par exemple, que le retour des valeurs affectives à cet âge de la contraception et de la pilule est tout à fait net. Et j'ai appris par les camarades de mon fils au lycée que, par exemple, un nouveau terme circule dans les lycées, aussi utilisé aussi bien par les filles que par le garçon. Celui-là ou celle-là est un ou une sexuelle. Et ils entendent par là un terme légèrement péjoratif, en ce sens qu'il s'agit d'une personne, d'une fille ou d'un garçon qui détache la sexualité de l'affectivité. C'est un retour à des valeurs permanentes, incontestablement. Je vous ai dit au début de cet entretien que l'on vit moins une vie que l'on est vécu par elle. J'ai l'impression d'avoir été vécu par ma vie, d'avoir été objet d'une vie plutôt que de l'avoir choisie. Et en plus de cela, avec la notoriété, on est donc manipulé par la vie elle-même, et avec la notoriété vient un phénomène curieux, que celui d'une image que, grâce aux médias, et par l'intermédiaire de vos caméras, de ce que je suis en train de faire ici, s'établit dans le public et qui a fort peu de rapport avec la réalité de l'homme. Je m'aperçois tous les jours, dans tout ce qu'on écrit sur moi, que je ne me reconnais absolument pas dans cette image de marque que je traîne. Et il y a une profonde différence de toute façon entre ce qu'écrit un auteur et lui-même. Un auteur met le meilleur de lui-même et de son imagination dans le livre, et il garde le reste, le misérable petit tas de secrets, comme disait Malraux, pour lui-même. J'ai eu deux expériences de ce genre. Par exemple, j'ai écrit un roman sur le déclin sexuel d'un homme, une allégorie du déclin de l'Occident, qui s'appelle « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable », un signe que l'on voyait dans le métro partout. Mais dans mon esprit, il s'agissait d'une parabole, la sexualité me servant de prétexte, et il s'agissait en réalité du déclin de l'énergie sous toutes les formes de l'Occident. Il s'agissait donc d'un homme qui a l'angoisse et la peur de l'impuissance. Et je me suis aperçu, en entrant dans le bistrot familier de Paris, comme j'avais écrit le livre à la première personne, tout le monde, à l'unanimité, a décidé que le personnage qui dit « je » et qui vit dans la hantise du déclin sexuel, c'est Romain Gary lui-même. Ça m'était bien égal. Je me souviens, j'ai entré dans une brasserie littéraire célèbre ici, il y a quelques années, après avoir publié ce livre, et j'ai vu une dame se pencher vers l'autre et faire littéralement ça. C'était extrêmement comique, ça ne me touchait à rien, je crois. Il y a un critique éminent qui a écrit qu'il a fallu beaucoup de courage à Romain Gary pour écrire ce livre avec tant d'authenticité, autrement dit, que l'impuissant de ce livre, le personnage angoissé par la peur de l'impuissance de ce livre, c'était moi. Si je voulais être cynique, je dirais que ça a été une bonne opération sur le plan qui m'intéresse d'ailleurs plus qu'à cet égard particulièrement, sur le plan sexuel.
parce que à partir de ce moment, les personnes du sexe féminin sont divisées en plusieurs catégories. Il y a eu celle qui voulait absolument savoir si le personnage qui disait dans le roman, c'est Romain Gary lui-même, autrement dit si c'est vrai ou si c'est pas vrai, et si j'étais impuissant ou pas. Deuxièmement, il y a eu les rédemptrices, celles qui se disaient avec aucune, mais avec moi, oui, avec moi, il y arrivera. Et finalement, il y a eu les jeunes filles qui se disaient chic alors, et on va avoir un papa, on risque rien. Et si j'étais un profiteur de ce genre de situation, j'aurais fait vraiment une très grande moisson dans ce domaine. Et je vous dis ceci parce qu'il m'est arrivé quelque chose de la même façon, d'une façon plus tragique. Quand j'ai écrit Les Racines du ciel, donc, il y avait cette histoire d'un homme qui défend les éléphants contre les chasseurs. Et il y a eu un homme qui a commencé à m'écrire après ce livre, qui s'appelait Raphaël Matta, un journal. Un moment, j'ouvre Match, et je vois la mort de Raphaël Matta, qui a été tué par les braconniers en défendant les éléphants contre les chasseurs d'ivoire. Et on a dit deux choses. D'abord que j'ai été responsable de sa mort, pas méchamment d'ailleurs, on l'a dit. Et ensuite, peu à peu, lorsqu'on a commencé à écrire des études ou des thèses sur mon livre, on a commencé à dire que je me suis inspiré du personnage de Raphaël Matta pour écrire Les Racines du ciel. Bref, vous constatez au contact de médias que vous vivez, vous, ou disons moi, Romain Gary, je vais en permanence avec un personnage de Romain Gary qui n'a strictement rien à voir avec la réalité de mon moi. D'abord mon passé historique, conditionné par l'histoire, la guerre, les blessures de guerre, les décorations, les bagarres, la bagarre, ensuite mes origines russes, etc., font par exemple qu'on fait de moi une espèce d'image de cosaque casseur, agressif et violent. Et il y a une légende, par exemple, dont j'arrive absolument pas à me dépêtrer, c'est celle du grand buveur. Je n'ai jamais touché à l'alcool, je bois à peine du vin. Eh bien, vous trouverez dans un journal un article disant que j'ai rencontré Romain Gary au pied du Kilimandjaro, la bouteille de whisky à la main. Une dame, une femme du monde a dit que Romain Gary, à propos d'une émission, au moment d'une émission, Romain Gary, oh, je sais, il est arrivé tellement sous chez moi que j'ai dû le jeter dehors. Et une troisième encore l'autre jour qui dit, par exemple, Romain Gary boit de plus en plus, mais maintenant ça commence à se voir. C'est entièrement un personnage fabriqué de toutes pièces. Ce qui me caractérise précisément, c'est la phobie de l'alcool, et dans tous les domaines. Par exemple, en raison de mon attachement profond, éthique et spirituel au général de Gaulle, on a fait de moi une sorte de gaulliste engagé politique, alors que je n'ai jamais fait de politique. La seule chose qui m'intéresse, c'est la femme. Je ne dis pas les femmes, attention. Je dis la femme, la féminité. Le grand motif, la grande joie de ma vie a été l'amour rendu ou non pour les femmes et pour la femme. Je suis le contraire du séducteur, malgré tout ce qu'on a bien voulu raconter sur ce sujet. C'est une image totalement bidon. Je dirais même que je suis organiquement et psychologiquement incapable de séduire une femme. Ça ne se passe pas comme ça. C'est un échange. Ce n'est pas une prise de position par je ne sais quel numéro artistique de je ne sais quel ordre. Et ce qui m'a inspiré donc dans tous les livres, dans tout ce que j'ai écrit, à partir de l'image de ma mère, c'est la féminité, la passion que j'ai pour la féminité, ce qui me met parfois en conflit avec les féministes, puisque je prétends que la première voix féminine du monde, le premier homme à avoir parlé d'une voix féminine, c'était Jésus-Christ. Que la tendresse, les valeurs de tendresse, de compassion, d'amour sont des valeurs féminines et que la première fois, elles ont été prononcées par un homme qui était Jésus. Or, il y a beaucoup de féministes qui rejettent ces caractéristiques que moi je considère comme féminines. En réalité, on s'est toujours étonné du fait qu'un agnostique comme moi soit tellement attaché au personnage de Jésus. Mais ce que je vois dans Jésus, dans le Christ et dans le christianisme, en dépit du fait qu'il est tombé entre les mains masculines et devenues sanglantes, qui sont toujours sanglantes par définition, ce que j'entends dans la voix de Jésus, c'est la voix de la féminité, en dehors de toute question de la religion et en dehors de toute question d'appartenance catholique que je puis avoir techniquement. Je puis donc simplement dire que mon rapport avec les femmes a été d'abord un respect pour ma mère et une adoration pour ma mère qui s'est sacrifiée pour moi, et ensuite un amour de femme dans toute leur incarnation, à toutes les dimensions de la féminité, y compris bien sûr celle de la sexualité.
Mais si on ne comprendra absolument jamais à mes livres, rien à mon œuvre, si on ne comprend pas le fait très simple que c'est d'abord des livres d'amour et presque toujours un amour de la féminité. Même si j'ai écrit un livre où la féminité n'apparaît pas, elle y figure comme un manque, comme un trou. Je ne connais pas d'autres valeurs personnelles en tant que philosophie d'existence que le couple. Je reconnais que j'ai raté ma vie sur ce point, mais si un homme rate sa vie, ça ne veut rien dire contre la valeur pour laquelle il a essayé de vivre. Je trouve que c'est ce que je fais de plus valable de ma vie, c'est d'introduire dans tout mon livre, dans tout ce que j'ai écrit, cette passion de la féminité, soit dans son incarnation charnelle de la femme et affective de la femme, soit dans son incarnation philosophique de l'éloge et de la défense de la faiblesse, car les droits de l'homme, ce n'est pas autre chose que la défense du droit à la faiblesse. Et si on me demande de dire quel a été le sens de ma vie, je retournerai toujours, et c'est encore vraiment bizarre pour un homme qui n'a jamais mis les pieds dans une église autrement que dans un but artistique, ça a été la parole du Christ dans ce qu'elle a de féminin, dans ce qu'elle constitue, pour moi, l'incarnation même de la féminité. Et je pense que si le christianisme n'était pas tombé entre les mains des hommes, mais s'il était tombé entre les mains des femmes, on aurait eu aujourd'hui une toute autre vie, une toute autre société, une toute autre civilisation. Pour le reste, que voulez-vous que je vous dise? Je pense que je voudrais simplement avoir encore le temps de continuer dans la même direction aussi longtemps que possible. Et je le dis tout de suite, pas tellement pour écrire d'autres romans et en tirer je ne sais quelle gloire, mais simplement par amour de la féminité, par amour de la femme. Et je crois qu'on trouvera cet amour, on trouvera cette fidélité dans mon nouveau roman qui s'appelle Les Cerfs-Volants. Et je ne voudrais pas simplement qu'il y ait, plus tard, quand on parlera de Romain Gary, une autre valeur que celle de la féminité.